Bonjour, bienvenue à notre... euh, on va répéter. Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous de l'ESC Daily Highlights en direct de Barcelone. Et certainement, il y a beaucoup de nouveautés dont on va vous parler, et surtout dans le domaine de la rythmologie. Il y a plein de nouvelles études. On vous a choisi 2 études qui ont été présentées à l'ESC et qui vont certainement changer notre pratique courante. Et là, on va parler de eBrave et on va parler de Invictus. Et pour cela, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir parmi nous professeur Claude Diarou, qu'on ne présente plus, c'est un grand rythmologue. Et c'est le secrétaire général de la Société française de cardiologie, membre de l'ERA et qui a participé à plein d'études en rythmologie. Alors, professeur Diarou, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. eBrave, la place des dispositifs tels que le montre connecté, le portable, le dispositif grand public qu'on appelle, dans la détection de la phase silencieuse. Est-ce que vraiment ils vont nous protéger les patients, un effet sur les événements cardiovasculaires? Est-ce qu'ils vont prendre la place de Holter rythmique ou qu'est-ce que nous a apporté l'étude eBrave? Alors, d'abord, merci beaucoup de cette interview. Je crois que c'est une étude qui va un petit peu changer nos pratiques. Alors, eBrave, c'est une étude de screening de la fibrillation atriale, c'est-à-dire qu'on va chercher à détecter de la fibrillation atriale chez des gens qui, bien sûr, ne ressentent pas de palpitations, n'ont pas de symptômes particuliers, et on va utiliser un dispositif grand public. On va utiliser un smartphone, et particulièrement la photoplétismographie, c'est-à-dire qu'ils vont mettre leur doigt derrière la lumière qui joue le rôle de flash, et ils vont faire ça 2 fois par jour, puis ensuite 1 fois par semaine pendant 6 mois. C'est interprété par une application et ça leur dit vous faites ou vous ne faites pas de la fibrillation atriale. Si ça leur dit vous faites de la fibrillation atriale, ça va être confirmé ou non par un patch ECG qu'ils vont garder 15 jours. Alors ce qui est très intéressant, c'est que contrairement aux études qui avaient été faites par les sociétés, je crois qu'on peut les nommer Apple, Huawei, qui étaient très intéressantes parce qu'elles montraient que c'était faisable. Là, on n'est pas en train de montrer que c'est faisable, on est en train de montrer que c'est faisable et que c'est utile dans une population à risque, puisqu'on va s'intéresser à des gens qui ont un certain âge, 65 ans en moyenne, qui ont des facteurs de risque embolique, et ça va déboucher sur un traitement anticoagulant. Alors pour répondre à votre question, ça ne va pas déboucher, on ne va pas savoir si ça améliore le pronostic des patients, parce que ce n'était pas le but de cette étude, ce sera peut-être le but d'autres études, mais dans cette étude, ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois, ça ne va pas être de la fibrillation chez quelqu'un qui a 40 ans, ça va être de la fibrillation atriale chez quelqu'un qui a un âge au cours duquel on se pose la question d'un traitement. Alors, c'est très intéressant parce que c'est une étude qui a été menée en Allemagne, c'est une étude qui est menée par des médecins, là, les sociétés n'ont rien à voir avec ça, donc c'est mené par des médecins en Allemagne. Ils vont, pendant la période du Covid, donc pendant une période où c'était difficile de faire des études, ils vont faire cette étude qui est une étude purement numérique, distanciel. Donc ils vont contacter des patients, ils vont leur envoyer des questionnaires, ils vont leur envoyer des fiches, mais jamais aucun contact ne sera fait avec les patients. 60 000 personnes vont être contactées, comme toujours quand on est sur du grand public. Évidemment, 60 000 ne vont pas accepter de participer à l'étude, il n'y en aura que en gros 10% qui vont accepter de participer à l'étude, et ceux-là vont être randomisés, c'est une étude randomisée, entre un bras qui aura donc ce suivi, cette recherche de fibrillation par le dispositif connecté, en l'occurrence le smartphone, et un bras conventionnel. Alors ce qui ressort, c'est qu'en gros, dans 1,5% des cas, ils vont détecter une fibrillation atriale qui va donner lieu à un traitement, dans le groupe, un traitement anticoagulant, dans le groupe smartphone, alors que ce sera seulement la moitié dans le groupe conventionnel. Donc c'est une étude qui réellement vient compléter les études qui étaient faites jusque-là par les grandes sociétés. C'est pas négligeable, oui. C'est pas négligeable, voilà. Ouais. Alors évidemment, on ne peut pas la comparer avec l'étude qui était Stroke Stop, qui était l'étude qui utilisait un électrocardiogramme. On ne peut pas la comparer non plus avec la Loop Study qui utilisait un matériel implantable. Là, on est sur du grand public, mais je crois que ça ouvre la porte à des campagnes grand public de détection de la fibrillation atriale, ce qui est réellement une nouveauté. Et voilà, donc je crois que ça valait vraiment la peine d'assister à cette hotline aujourd'hui pour assister aux résultats de cette étude. Oui, certainement, ça va nous aider dans notre pratique de faire des campagnes de dépistage chez les patients à risque avant de passer aux examens qui sont plus performants. Absolument. Je suis d'accord. On a les outils. Alors, merci. Il y a une autre étude, honnêtement, qu'on a tant attendue. C'est l'étude Invictus. Est-ce que vraiment les AOD sont efficaces dans la FA valvulaire?
Parce que là, si on regarde les guidelines, les dernières guidelines, le traitement de la FA, l'anticoagulation, les AOD, c'est le traitement de référence pour les FA non valvulaires. Mais qu'en est-il pour la FA valvulaire? Et là, lorsqu'on dit FA valvulaire, c'est surtout le rétrécissement mitral avec une surface inférieure ou égale à 2 cm². Alors, Invictus, est-ce qu'elle était positive? Est-ce qu'elle a montré la supériorité des AOD, particulièrement rivaroxaban, par rapport aux antivitamines K, la molécule classique, en matière de réduction des accidents thromboemboliques? Alors, si on demande si elle est positive pour ça, on va dire non. Mais c'est quand même une étude qui est extrêmement intéressante. C'est une étude qui va s'intéresser d'ailleurs d'abord à une population qui est une population qui n'était absolument pas concernée par les grands essais. C'est ce que les anglo-saxons appellent un unmet need, c'est-à-dire finalement une niche qui n'était pas, enfin c'est pas une niche, c'est un nombre très important de patients qui n'étaient pas explorés. Donc on va aller vers des pays qui sont des pays en voie de développement, qui ont des difficultés à accéder aux différents traitements anticoagulants. Et on va s'intéresser à savoir si lorsqu'il existe une valvulopathie d'origine rhumatismale, alors vous l'avez souligné, c'est un rétrécissement mitral, ou bien ça peut être également une autre valvulopathie rhumatismale, mais c'était la plupart du temps un rétrécissement mitral, qui va donner lieu à un traitement anticoagulant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un facteur associé, un RM, il faut qu'il soit serré, ou alors qu'il y ait de la stase dans l'oreillette, ou alors qu'il y ait même un thrombus, ou un autre facteur. Bon. Chez ces patients-là, on va comparer les AOD et les AVK. Et qu'est-ce qui se passe? Les AVK font mieux. Les AVK font mieux sur un endpoint qui est un endpoint composite. En cours de route, de façon totalement aveugle, il a été décidé d'aller vers un endpoint composite pour avoir un peu plus d'événements. L'endpoint composite va comprendre le stroke, enfin l'accident vasculaire cérébral, va comprendre bien sûr l'embolie systémique, mais également la mortalité. Et puis, ça c'est pour l'efficacité. Et puis il y a bien sûr un endpoint également qui est un endpoint de sécurité avec les saignements importants. Eh bien, cette étude va montrer que d'abord il y aura un nombre important d'événements qui va apparaître dans chaque groupe, entre 6 et 8%, ce qui est énorme, ça fait presque 500 événements par exemple dans le groupe AOD. Et ces événements vont être beaucoup moins fréquents, vont être significativement moins fréquents dans le groupe AVK. Alors on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est au travers d'une diminution du nombre d'AVC, par exemple d'accidents vasculaires cérébraux? Ben non. C'est essentiellement au travers d'une diminution de la mortalité. Alors en quoi les antivitamines K peuvent-ils diminuer la mortalité par rapport aux anticoagulants oraux directs? Il faudra lire la publication, il faudra regarder ça dans le détail. Très probablement le fait d'avoir plus de contacts médicaux. Parce qu'évidemment, quand on prend des AVK, on a beaucoup plus, on a une surveillance. Eh bien, plus de contacts médicaux vont faire peut-être que le malade est mieux suivi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous montre ce que l'on savait pour les AOD, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surcroît hémorragique, bien entendu. On n'a pas eu de surprise de ce côté-là. La surprise, c'est que je crois que quand on va avoir une fibrillation atriale dont on pense que la cause est une valvulopathie d'origine rhumatismale, eh bien là, on a maintenant des arguments pour dire qu'il n'est pas question d'utiliser les AOD. Oui. Et voilà, j'ai une autre question concernant cette étude, qu'on a constaté que le taux d'observance dans le groupe AVK il est plus important que le groupe rivaroxaban. Est-ce que vous avez une explication? Oui, alors l'expert qui présentait a bien précisé qu'il s'agissait d'une observance dans le sens de l'étude. C'est-à-dire que beaucoup de patients, à peu près je pense 20% si je ne dis pas de bêtises, des patients qui étaient dans le groupe AOD ont abandonné les AOD. Mais ce n'est pas qu'ils n'étaient pas observants, c'est qu'à un moment ils ont eu une indication à passer aux AVK, notamment un remplacement valvulaire par une valve mécanique. Donc ce n'est pas réellement un manque d'observance. Par contre, ça montre qu'il y a une très bonne observance dans le groupe antivitamine K. Donc ça montre quand même que dans ces pays où le système de santé n'est peut-être pas aussi développé que dans d'autres, on arrive quand même à avoir une excellente observance et un TTR, c'est-à-dire des INR dans la cible, un TTR qui est à 70% à peu près, ce qui est excellent, une fois que le malade est bien équilibré, c'est-à-dire après 18 mois en moyenne. Merci beaucoup, professeur Diarou. C'était un honneur de vous avoir parmi nous. Je vous souhaite un très bon congrès et à très bientôt en Tunisie. Merci beaucoup, ça a été un grand plaisir. Merci.